Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute l'Atari VCS 2600, sorti en 1977 et son énorme succès. Vous savez aussi que suite à celui-ci, il fut alors démontré que le marché du jeu vidéo familial s'avérait viable commercialement, mais qu'elle imposa également un nouveau concept, celui d'une plateforme pour les jeux vidéo, la console. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une autre console, sortie quelques années plus tard, la ColecoVision. Suite au mini-crash des consoles Pong en 1977, le marché du jeu vidéo familial vit débarquer l'Atari VCS. Renommé par la suite Atari 2600, son accueil fut plutôt mitigé lors de sa sortie. Mais le développement de nouvelles techniques de programmation ainsi que la sortie de Space Invaders propulsèrent la machine d'Atari vers des sommets au tout début de l'année 1980. Et ce, malgré la sortie quasi simultanée de sa première grosse concurrente, l'Intellivision. Plus puissante au niveau graphique, la console de Mattel permettait d'afficher plus d'éléments à l'écran, avec une plus grande finesse et des sprites gérés en hardware. Sa résolution culminait, elle, à 159 par 192 pixels. Ce fut aussi la première console à posséder un chip sonore dédié, le célèbre AY3-8910 de General Instrument. Du côté de l'Atari 2600, les développements d'éditeurs tiers s'intensifièrent dès 1980 suite à l'affaire Activision. Les contraintes de cette console et les techniques qui en découlèrent allaient s'avérer primordiales pour l'évolution du jeu vidéo, car ce fut en grande partie grâce à celle-ci et au retour des programmeurs que le futur des processeurs graphiques fut déterminé. En 1982, deux importants concurrents arrivèrent sur le marché des consoles, la Vectrex et la ColecoVision. La première fut la toute première console à posséder un écran intégré et des graphismes vectoriels, un cas unique dans l'histoire du jeu vidéo. La seconde, monstre de technologie, marqua le passage à une autre génération de machines 8 bits. Une situation inespérée en 1982 pour Coleco, compagnie à l'origine spécialisée dans la confection de cuir et alors en grande difficulté financière. Coleco avait auparavant débarqué sur le marché des jeux vidéo avec ses propres clones de Pong d'Atari, la gamme Telstar ainsi que des jeux électroniques. Conçue en 2 ans, la ColecoVision fut pensée pour contrer l'Atari 2600 et l'Intellivision par une supériorité technique. Le cerveau de l'affaire, le microprocesseur Z80A de Zilog, culminait ainsi à 3,58 MHz. Ce processeur, conçu par des anciens employés de Intel, était alors en train de conquérir le marché des machines 8 bits grâce à une puissance appréciable pour un coût de plus en plus modique. Sa mémoire généreuse de 8 kilooctets, représentant 64 fois celle de l'Atari 2600, reléguait alors directement cette dernière dans la famille des machines dépassées. Pour la partie graphique, la ColecoVision utilisait le TMS 9928A, une toute nouvelle version du coprocesseur graphique du TI 994A, ordinateur phare de chez Texas Instruments. Mais en lui rajoutant ici un mode supplémentaire, permettant d'afficher une image gérée en pixels au lieu de caractères prédéfinis. Ce que l'on appelle désormais plus communément le mode bitmap. Il était aussi capable de gérer le nombre conséquent de 32 sprites en hardware, d'afficher 16 couleurs à l'écran et possédait même sa propre RAM vidéo dédiée de 16 kilooctets. Pour la partie sonore, la ColecoVision employa également une puce de chez Texas Instruments, le SN76489. Une puce qui, à l'instar du populaire AY3-8910 de General Instrument, générait 3 voix de Square Waves en 4 bits et un générateur de bruit. Les machines d'Atari et de Mattel furent par conséquent battues à plate couture, car la ColecoVision débordait d'une puissance que les développeurs de la précédente décennie n'osaient même pas imaginer. Ce fut ainsi qu'à cette époque naquit une expression longtemps employée dans le monde du jeu vidéo, celle de l'arcade à la maison. Le succès de Space Invaders, qui fit vendre plus d'1 million d'Atari 2600, dicta la ligne éditoriale de Coleco. Il leur fallait désormais obtenir les meilleurs jeux d'arcade. Mais s'ils en avaient la possibilité technique, obtenir ces titres était une toute autre histoire. Car Atari étant le principal producteur de jeux d'arcade, l'entreprise s'annonçait donc des plus compliquées. Une situation qui amena un des représentants de Coleco à rendre visite au président de Nintendo, Yamauchi Hiroshi. Et ce, afin de racheter la licence d'un jeu qui commençait alors à rencontrer un énorme succès en arcade, Donkey Kong. Ce fut ainsi que Coleco, au bord de la faillite, parvint à damer le pion d'Atari et Mattel en se dotant d'une arme redoutable pour son lancement.
Dans les faits, en août 1982, la ColecoVision arriva sur le marché à un prix de 175 $, soit 35 $ de moins que l'Intellivision et 75 $ de plus que la 2600. Elle était dotée à la base d'une ludothèque de 12 jeux, mais ce fut bel et bien la cartouche Donkey Kong placée en bundle qui propulsa cette toute nouvelle console. Car cette adaptation s'avérait alors époustouflante et parvint à convaincre un bon nombre de joueurs. 550 000 exemplaires de la ColecoVision furent ainsi vendus en quelques semaines. Noël 1982 s'avéra être en particulier une excellente période pour Coleco et pour sa console devenue un produit phare. Elle atteignit assez rapidement le million d'unités vendues et fut surnommée par les financiers de l'époque The Third Wave. Les possibilités techniques, notamment en nombre de sprites affichables à l'écran, permirent par la suite de nombreuses adaptations de jeux d'arcade impressionnantes pour une console de salon. On peut notamment citer Zaxxon de Sega comme un parfait exemple de sa puissance. Un exemple auquel s'ajoutent Congo Bongo et Turbo, du même éditeur, Defender, Sliver, Ladybug, Spy Hunter, Jungle Hunt, Time Pilot, Q-Birds, Antarctic Adventure ou encore Star Wars The Arcade Game. Parmi les jeux originaux, on y trouvait les Schtroumpfs, Hero, Beam Rider, Wargames. Ce fut au total plus de 145 jeux qui sortirent entre 1982 et 1984. Mais la ColecoVision fut aussi connue pour être une des consoles les plus généreuses en extensions et périphériques en tout genre. En plus des accessoires inclus, qui reprenaient le principe de pad clavier de l'Intellivision, acceptant des overlays spécifiques à chaque jeu, il y eut une flopée de contrôleurs différents. Un volant et un trackball étaient ainsi disponibles, ainsi qu'un joystick à l'ergonomie plus qu'originale, appelé Super Action Controller 7. Mais le plus incroyable périphérique ne fut autre qu'un adaptateur officiel permettant de jouer aux jeux d'une autre console, l'Atari 2600. Un accessoire qu'Atari tenta d'interdire en vain et qui fit de la ColecoVision la console possédant la plus grande ludothèque au monde en 1983. Coleco voulut par la suite améliorer ses performances techniques et conçut alors une extension, le Super Game Module. Il était doté de 30 kilo-octets de mémoire vive supplémentaire et employait un nouveau type de média ressemblant à des mini-disquettes, les micro-wafers. D'une capacité de 128 kilo-octets, pouvant contenir les versions améliorées des plus grands hits, cette extension fut malheureusement annulée au dernier moment malgré une annonce officielle. Néanmoins, cette extension servit de base à un autre projet de Coleco, celui d'un micro-ordinateur, l'Adam. Bien que disponible seul ou en extension pour la ColecoVision, d'énormes problèmes techniques mirent prématurément fin à l'aventure de l'Adam, ainsi qu'à l'ambition de Coleco de surfer sur le succès de l'informatique familiale. Mais ce fut surtout le crash du jeu vidéo nord-américain en fin d'année 1983 et au début de 1984 qui mit un violent coup d'arrêt aux ventes de Coleco. Une situation qui amena la compagnie à cesser toute production en octobre 1985. Le schéma d'architecture de la ColecoVision fut repris pour la SG-1000, première console de Sega sortie uniquement au Japon. Mais il perdura également dès 1983 par la gamme de micro-ordinateurs compatibles MSX, représentant plus d'une centaine de modèles différents. La ColecoVision reste encore importante aujourd'hui car elle marqua le passage de l'abstrait au figuratif dans le graphisme des jeux vidéo. Les Realistic Graphics et autres High Resolution Graphics qui caractérisaient les pubs de cette époque en témoignent parfaitement. Au point même que Nintendo l'a pris comme référence pour concevoir la Famicom. Mais ça, c'est une autre histoire.